Cette revue d'actualité 2022 dans Portneuf est une présentation de notre partenaire Desjardins. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale de CJSR qui vise à faire un compte-rendu de l'année 2022 dans la région de Portneuf. Je m'appelle Danick Julien. Pour cette deuxième émission de la revue de l'année, on va se pencher sur ce qui s'est passé dans les mois de mai jusqu'au mois d'août. Ciment Québec avait annoncé un investissement, on se rappelle, de 140 millions de dollars pour son usine de Saint-Basile afin de se procurer un nouvel atelier de broyage. Le camp Portneuf a créé un nouveau sentier 4 saisons accessible aux personnes à mobilité réduite, en plus d'avoir débuté une campagne de financement de 3 millions de dollars afin d'améliorer ses installations. Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier va avoir finalement son école secondaire. Saint-Raymond a débuté les préparatifs pour revitaliser son centre-ville. Et finalement, des autobus électriques ont fait leur arrivée dans Portneuf. Je vous souhaite un bon bulletin d'information. L'atelier de broyage de ciment va faire son apparition à l'usine de Saint-Basile, oui, Ciment Québec, alors que la cimenterie annonçait 140 millions de dollars d'investissement au début du mois de mai. Ces nouveaux équipements vont faire en sorte de réduire la production de gaz à effet de serre lors de la fabrication de ciment. Ciment Québec estime qu'il va y avoir une réduction de production de CO2 de 66 000 tonnes par année avec le nouveau système, en plus de réduire la consommation d'électricité par tonne de ciment de 20 %. Le PDG de Ciment Québec, Luc Papillon, nous expliquait le concept du ciment au calcaire, ce qui permet les performances. On l'entend maintenant. Mais il est aujourd'hui déjà clairement établi que la carboneutralité va passer nécessairement par l'adoption d'une combinaison de diverses approches technologiques. Parmi celles-ci, le remplacement accru d'une portion du clinker par de la pierre calcaire dans la tonne de ciment. C'est ça qu'on appelle le ciment au calcaire. Le clinker, qui est produit dans les fours des cimenteries, est le principal agent réactif du ciment, permettant de générer l'effet de liant et de donner la force au béton. Toutefois, principalement à cause de la transformation chimique qu'elle requiert et qui est incontournable, la production de clinker est une opération grande émettrice de gaz à effet de serre. Diminuer l'apport de clinker dans la tonne de ciment apparaît donc une méthode logique pour en réduire son empreinte environnementale. Mais pour produire du ciment au calcaire sans impact de qualité pour le client, il faut broyer les matières beaucoup plus finement et cela requiert des équipements adaptés. Pour Ciment Québec, la transition vers les ciments au calcaire est identifiée comme une des prochaines étapes dans la poursuite de notre quête visant la réduction de notre intensité carbone. 46 millions de dollars provenant des gouvernements du Québec et du Canada ont donc été investis dans le projet qui permet de réduire l'impact environnemental de l'entreprise. Le ministre fédéral Stephen Guilbeault annonçait 17 500 000 dollars qui provenaient du programme Éco-Performance. Il estime que des projets comme celui-ci vont entraîner de réelles différences positives sur l'environnement. Du côté provincial, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonathan Julien, a comparé le nouveau système de broyage aux voitures électriques. On l'écoute maintenant. Donc, le geste qu'on vient poser ici, que Ciment Québec s'engage à faire et qu'on vient supporter, c'est l'équivalent de prendre 19 500 véhicules à essence et de les mettre à l'électricité de manière pérenne, puisque le processus a une durée de vie là, qui est bien supérieure aux prochaines années. Alors, ici, on voit qu'on a une entreprise qui permet le développement économique, socio-économique du Québec et qui a une perspective de développement durable où on veut réduire justement son empreinte. Donc, c'est un projet parfait auquel il nous fait grand plaisir de contribuer. Et finalement, Vincent Caron s'est réjoui de voir qu'avec un investissement de la sorte, Ciment Québec perdurera dans le temps à Saint-Basile. 79 000 $ de subventions ont été attribués au Centre Nature de Saint-Basile cette année afin de l'aider à poursuivre son développement et de bonifier son offre de sentiers pour les vélos de montagne durant les 4 saisons. Marc Piché, le président du Centre Nature, nous a décrit les travaux qui pouvaient être accomplis avec cette aide. Le Centre Nature va rajouter plus de 20 000 $ de ses fonds d'opération. Donc cet été, c'est plus de 100 000 $ qu'on va investir ici.
100 000 quand on en fait beaucoup en bénévolat, c'est 175 000 $. Vous savez, ça coûte cher, la main-d'œuvre. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire nous-mêmes, mais on va en faire beaucoup nous autres mêmes. On parle du développement qu'on a fait à l'extérieur avec l'aide pour le sentier pédestre. Avec ce qu'on va faire là cet été, on refait une signalisation toute neuve. On s'assure de maintenir ce qu'on a déjà. On va développer des choses nouvelles et on va aussi rénover deux ponts qui ont besoin d'un peu d'amour. En opération depuis 1976, le Centre Nature de Saint-Basile poursuit l'amélioration de ses installations afin de satisfaire la clientèle. Plusieurs initiatives se sont concrétisées en mai dans Portneuf pour venir en aide au peuple ukrainien, dont le lancement d'une levée de fonds, mais aussi l'accueil de réfugiés. La Pologne a été le pays principal qui a accueilli les réfugiés de l'Ukraine. La ville de Chemno en a accueilli approximativement 300. Le maire Arthur Mikiewicz s'est entretenu avec le maire de Saint-Raymond, Claude Duplain, pour expliquer ce qui serait fait avec les dons des Raymondois. Et si on obtient de l'argent de la ville de Saint-Raymond, on va acheter des vêtements, des produits alimentaires, on va acheter des médicaments qu'ils ont besoin aussi, et aussi des objets scolaires pour les étudiants ukrainiens. Et on voudrait aussi financer des excursions pour les enfants de l'Ukraine. Donc ce sont les besoins les plus importants. Comme indiqué plus tôt, un couple de Saint-Raymond a d'ailleurs accueilli des Ukrainiens pendant 1 mois afin de les aider à s'adapter au Québec. On écoute donc Julie Chamand qui, avec son conjoint, était à l'origine de l'initiative. Nous, le but premier, en fait, on avait des objectifs. C'était dans un premier temps de les faire sortir de l'Ukraine. Ça a été fait. Notre deuxième objectif, c'était qu'elles aient un endroit où elles puissent dormir. Donc ça, c'est le sous-sol qui a été fini en un temps record, en 17 jours. Et le troisième objectif, c'était tout simplement qu'elles aient un début de francisation, ce qui a été le cas. Mais après, c'est vrai qu'elles ont préféré partir dans la région de Québec, parce qu'on a eu des difficultés à trouver tout ce qui était un logement et un emploi. Ça a mis un peu de temps et c'est vrai qu'elle, ce qu'elle voulait, c'était arriver à être autonome et indépendante assez rapidement. Donc c'est sûr qu'en discutant, puis en mettant les choses à plat, c'est des choses qui sont venues. C'est vrai que nous, quand elles sont parties, c'est quelque chose qui nous a fait bizarre, parce qu'on les a quand même eues pendant 1 mois. Mais en même temps, c'était le but. Le but, c'était qu'elles soient indépendantes, qu'elles prennent leur autonomie, puis c'est ce qu'elles font. Donc en fait, pour ça, on est super contents, on a réalisé tous nos objectifs. La patineuse artistique Naomi Voyer du club de patinage de Saint-Raymond et l'une des entraîneuses du club, Marie-Pierre Junot, se sont démarquées lors du championnat de patinage Star Michel Proulx de niveau provincial qui se tenait du 21 avril au 24 avril dernier. La performance de Naomi lui a valu la première place dans la catégorie hors adulte dames moins de 35 ans. Et pour Marie-Pierre Junot, elle est montée sur les marches du podium en remportant la médaille d'argent dans la catégorie maître adulte moins de 35 ans. Un nouveau sentier plein air 4 saisons a été créé par le camp Portneuf au lac Sept-Îles cette année. Ce dernier est d'ailleurs accessible aux personnes de mobilité réduite afin de leur permettre notamment de grimper. Un partenariat avec la compagnie TrackZ Mobilité de Saint-Raymond a aidé les dirigeants dans le projet. On entend donc Olivier Lauzon qui était en studio pour parler de ce projet. Ça va permettre à ces gens-là de circuler sur un sentier de 2,4 km, d'être en mesure de pouvoir utiliser une piste d'hébertisme avec des modules adaptés aux gens à mobilité réduite, qui sera une première dans la région de Portneuf. Donc, ça permettra aux gens à mobilité réduite de pouvoir faire des activités d'hébertisme et aussi d'avoir une tour d'escalade qui sera accessible à l'ensemble de la population et aussi aux gens à mobilité réduite. Et ça fera partie d'un projet qui sera beaucoup plus grand au niveau de l'accessibilité, entre autres choses, grâce à notre partenaire qui est Trax Mobilité. On aura maintenant en libre service 2 fauteuils roulants adaptés qui permettra aux gens de pouvoir faire du plein air, faire des activités d'été, mais aussi faire du ski de fond puis faire des activités d'hiver. Donc, on a vraiment voulu être en mesure d'accepter tout le monde et de permettre à toutes ces personnes-là de pouvoir bénéficier du plein air puis de découvrir des nouvelles activités.
De passage à Info-CJSR le 12 mai dernier, M. Lauzon expliquait aussi pourquoi la décision a été prise d'offrir des activités à la clientèle de mobilité réduite. Ça s'inscrivait dans le développement et le soutien de notre mission. Notre mission, l'accessibilité est au centre de notre mission, autant au niveau des familles qu'au niveau des enfants. Puis on voulait pousser cette notion d'accessibilité-là un peu plus loin, en permettant aux gens à mobilité réduite, entre autres, de pouvoir venir participer à des activités de plein air chez nous. OK. Ça, c'est une vision d'avenir, justement. C'est un élément important dans votre développement futur? Absolument. C'est un élément d'inclusion pour nous et ça s'inscrivait très facilement dans notre avenir de permettre à tous les gens de venir bénéficier de nos installations, des expériences de plein air et aussi d'être en mesure de pouvoir découvrir le lac Sept-Îles et les environs aussi. Le sentier de 2,4 km a été réalisé par une entreprise locale. Le sentier touche plusieurs types de secteurs. On nous dit les abords du lac, mais également les montagnes avoisinantes. Pour l'escalade, un équipement qui permet de monter avec les mains est accessible pour les personnes en fauteuil roulant. Le sentier est aussi accessible pour l'ensemble de la population, évidemment. En 2021, 79 000 usagers ont fréquenté les écocentres de Portneuf. C'est la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf qui a rendu son rapport public annuel. Bon, dans le rapport, on notait 25 000 dépôts supplémentaires qui ont été faits en 2021 par rapport à 2015. À Neuville, l'écocentre a reçu 29 500 visites. Pour Saint-Raymond, c'était 22 800 et l'écocentre de Sainte-Catherine, c'était 15 900 visites en 2021. On retrouve aussi des écocentres à Neuville, Saint-Raymond, Sainte-Catherine, Saint-Alban, Saint-Ubalde, Rivière-à-Pierre, mais aussi les microcentres à Deschambault. Les équipes du Carrefour Jeunesse Emploi de Portneuf et d'Accès Travail Portneuf, anciennement basées à Saint-Basile, ont déménagé au 162 rue Notre-Dame le 30 mai dernier. Les nouveaux locaux plus spacieux, mieux adaptés, permettent aux deux organisations de mieux recevoir leur clientèle. Le CJE de Portneuf vise à l'amélioration des conditions de vie des jeunes adultes entre 16 et 35 ans et Accès Travail Portneuf offre à la population adulte des services d'aide à l'insertion en emploi et des services de soutien et d'activités d'intégration aux nouveaux arrivants, issus ou non de l'immigration. On retrouve des points de service pour les deux organisations à Donnacona, Pont-Rouge, Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Raymond et Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Parlons maintenant radio, parce que la station de Portneuf et Lobinière, Choc 88.7, a fêté ses 2 ans d'existence en 2022. Après 2 ans d'activité, le copropriétaire Michel Cloutier expliquait comment son équipe et lui s'y sont pris pour opérer la radio en temps de pandémie. Il a d'ailleurs mentionné quelques enjeux à régler au niveau de la couverture de l'antenne, qui, on se rappelle, est située à Saint-Raymond. Il explique qu'une portion du territoire ne reçoit pas bien l'antenne du 88.7 en raison d'ombrage du Mont-Bel-Air. On l'entend à ce sujet. Du Mont-Bel-Air où le signal griche autant dans les maisons, ça c'est moins pire maintenant avec Internet, tout le monde peut écouter, mais dans les autos. Et c'est ce couloir-là de Donnacona à aller, je dirais, jusqu'à Cap-Rouge, mettons, dans la région de Québec, où on voudrait régler, d'avoir une bonne réception. Comment ça peut se faire? Bien là, c'est ça. La question, c'est qu'on avait notre premier plan technique qui nous avait été proposé, c'est de dire c'est le Mont-Bel-Air qui nous fait de l'ombrage, donc on va s'approcher du Mont-Bel-Air de l'autre côté avec une émission, avec une transmission sur une autre fréquence qui va nous permettre à ce moment-là une diffusion qui va être à l'abri du Mont-Bel-Air sur une autre fréquence. CRTC a trouvé que c'était pas une bonne idée parce que Val-Belair allait nous attraper. Puis là, si on rentre à Val-Belair, le CRTC semblait dire que c'était problématique. Ça nous fait sourire un petit peu parce qu'on se dit qu'ils ont trouvé notre programmation tellement bonne qu'ils ont cru qu'on ferait fermer les stations de Québec. Ouais. Mais ils n'ont pas aimé ce scénario-là parce qu'ils trouvaient que c'était comme une façon d'agrandir la desserte de la station de Portneuf. Donc là, il y a un autre scénario qu'on est en train d'étudier. On a eu des discussions cette semaine. C'est sûr qu'on ne peut pas faire ça rapidement. Il faut suivre les délais des ingénieurs. C'est qu'on pourrait probablement avoir une station répétitrice, mais qui serait plus située, si on veut, entre Neuville et Donnacona, vis-à-vis Pont-Rouge, à peu près sur le territoire de Neuville. Ça prendrait une antenne ou... On a découvert un site là, qu'on est en train de discuter, qui est propriété de Rogers, les téléphones. Okay. Donc, on est en train d'étudier ça.
Et il y a autre chose qui nous a été proposée, mais qui serait coûteux, mais qui serait intéressant. Il y a une nouvelle technologie qui a été déployée aux États-Unis par une compagnie américaine dans la région de Boston. Ça peut ressembler, je ne suis pas un technicien, hein, je vais essayer de vous vulgariser ça du mieux possible. Vous savez, les boosters de Wi-Fi à la maison? Oui. Semble-t-il que c'est un système qu'on pourrait installer dans les zones où le signal est moins bon. C'est comme des petits émetteurs en croisée qui font une espèce de maillage et qui permet de venir couvrir le trou qu'il y a, si on veut, dans le rayonnement. En septembre, Choc 88.7 fêtait ses 2 années d'existence. Maintenant, l'une des plus grandes nouvelles qui a touché la municipalité de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier en 2022, c'est sans aucun doute l'annonce de la future école secondaire qui va être située au coin des rues Désiré-Junot et Guy Linteau. La ministre responsable de la région de la capitale-nationale, Geneviève Guilbeault, et le député de la Pelletrie et ministre Éric Kerr en ont fait l'annonce. C'est 24 % de la population à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier qui est âgée en bas de 15 ans. C'est une des villes les plus jeunes du Québec. Le maire de la municipalité, Pierre Delbecq, s'est réjoui de cette annonce. C'est un dossier que je suis content parce que je me rappelle en 2015 que j'étais à Saint-Denis-Garneau, les soirées de gala pour les finissants. Puis j'avais dit aux parents dans ce temps-là, je ne sais pas quand je vais vous la donner, mais je vous garantis que je vais me battre pour l'école secondaire. On a commencé à travailler en 2017 avec la mission scolaire, puis on livre quand même en comme fait que c'est quand même pas mauvais. Là. Ouais. Quand que le monde me disait toujours, après un cheminement d'à peu près 8-9 ans, ça a pris 5 ans. Fait que, la commission scolaire a été extraordinaire dans le dossier, honnêtement. C'était un beau travail. Éric a fait du bon travail, Mme Guilbeault aussi, parce qu'eux autres étaient ensemble sur certains dossiers scolaires. OK, ouais. Fait que ça a bien tombé, parce qu'Éric, c'est quand même mon député. Là, fait que ça a bien été. Ça va être une belle école. C'est une école avec la nouvelle génération. Nouvelle génération, hein? Mais qu'est-ce qu'on entend par nouvelle génération? Bien, c'est tout l'environnement de l'école. Premièrement, c'est beaucoup plus de luminosité. Toute la construction est en bois et en aluminium. C'est très nature. Beaucoup plus d'air ouvert. Une meilleure création d'environnement pour que les jeunes puissent échanger ensemble. Tu sais, les anciennes écoles, c'est toutes colmatées. Hein? Ouais, elle va être ouverte au complet. C'est réellement une belle école. On a eu des détails un petit peu hier, c'est 3 étages. OK, quand même. Bien, quand on avait fait la demande puis qu'on a avancé avec la commission scolaire, techniquement parlant, il était des projets de 40 millions, 42 millions. Donc, on travaillait avec la commission scolaire. Quand eux autres ont continué à avancer que le dossier, puis ça faisait son chemin au gouvernement du Québec, une bonne journée, c'est la SQU qui a appelé Pascal, puis ils ont dit « Vous n'êtes plus partout là, parce que là, vous dépassez 50 millions. » Fait que c'est nous autres qui va gérer le projet. Je ne peux pas donner le montant final, parce que j'en sais un bout, mais il n'est pas confirmé encore, mais c'est un méchant montant. C'est plusieurs dizaines de millions. Pas mal, oui. Un peu plus tard, lors de l'entrevue diffusée le 19 mai dernier, M. Delbecq mentionnait que plusieurs projets de développement étaient en marche à Sainte-Catherine. À Deschambault-Grondines, maintenant, il y a eu l'inauguration de l'allée Alcoa, un parc financé en partie par l'usine qui, on se rappelle, célèbre ses 30 ans cette année. Le parc veut être un lieu de rassemblement et est situé entre ce qui était auparavant 2 municipalités du Chemin du Roi, à proximité de l'ancien moulin de la Chevrotière. On entend le maire Patrick Bouillet, suivi du DG d'Alcoa, Pascal Rochette. C'est un parc qui s'inscrit un peu dans notre planification des parcs et espaces verts qu'on a établi ça il y a à peu près une dizaine d'années. On voulait miser davantage sur ces espaces de jeux libres pour tous les citoyens et citoyennes, pour les loisirs, pour des activités culturelles comme on entend présentement. C'est un leg qu'on a fait lors du 25e anniversaire de l'usine, il y a 5 ans déjà. Donc cette année, on fête notre 30e anniversaire, mais donc c'est un leg de 150 000 $ qu'on a donné à la municipalité qui c'est Alcoa, la Fondation Alcoa, qui est très heureuse d'avoir partagé ça avec une municipalité pour souligner nos liens qui sont tissés là, depuis plusieurs années. L'artiste pornevois Éric Lapointe a d'ailleurs créé une sculpture qui est placée dans ce nouveau parc. Cette année, un jardin collectif a été lancé derrière le relais de la Pointe aux Écureuils afin de permettre aux personnes seules de collaborer à la création de ce dit jardin. Isabelle Moffett, la DG du Halo, mentionne que l'activité est pour occuper les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. Elle mentionne que 25 personnes en ont profité durant l'été. Se divertir puis montrer leur connaissance aussi là-dedans. C'est ça qu'on disait, c'était le fun pour une personne âgée, des fois, prendre la charge complète d'un jardin.
c'est rendu difficile à un certain âge, mais là, ils peuvent quand même continuer cette passion-là à leur rythme. Pour Johan Bénat d'Accès Travail Portneuf, il est important de collaborer au projet afin que les nouveaux arrivants dans la région bénéficient d'une activité qui les amène à rencontrer la population locale. Afin de prévenir les inondations à Saint-Raymond, le ministère de l'Environnement a autorisé la municipalité en début de mois de juin à procéder au dragage de la rivière en appliquant un décret pour accélérer la procédure habituelle d'évaluation environnementale. Le dragage, ça consiste à extraire les matériaux situés sur le fond d'un plan d'eau. En fait, c'est l'excavation des sols sous l'eau. Ces travaux sont normalement réalisés à partir de la berge, mais aussi avec un navire spécialisé dans les plus gros plans d'eau. Le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, était à Saint-Raymond pour expliquer pourquoi une exception à la règle avait été autorisée pour la municipalité. On l'entend maintenant à ce propos. La municipalité a quand même exercé un leadership important, et ça depuis plusieurs années au niveau des crues printanières. Donc, il y a une crédibilité qui est reconnue à la municipalité, il y a un leadership qui est reconnu à la municipalité. Et on sait qu'il y a des évaluations sérieuses qui ont été faites. On sait que ça va aider et non pas nuire que ces projets-là, parce que par moment, on peut avoir des idées, on peut penser que la solution va aider, mais si la solution est davantage une cause de problème qu'autre chose, on ne s'aide pas. Donc, on sait qu'on va améliorer la donne en faisant ces deux volets-là du projet. Le ministère autorise l'enlèvement de 9 750 mètres cubes de sédiments à 2 endroits dès cet été, en plus d'aménager un seuil d'enrochement en amont de la rivière pour contenir les glaces et le fragile plus au nord. Des lieux ont été ciblés pour déposer les sédiments et le ministère accompagne la ville dans ses démarches. Le nouveau camion échelle de Saint-Raymond a été inauguré au début de l'été. Notre collègue Philippe Papillon avait fait un reportage pour présenter cette nouvelle acquisition. On en écoute un extrait. Il y a quelques années, il y avait des possibilités des fois d'avoir des usagers, mais tous les usagers qu'on avait, c'était des 10 roues. Les 10 roues, là, avec notre territoire qu'on est ici, c'était pas de quoi, là, en fait, qu'on envisage le plus. Fait qu'à un moment donné, quand Pierce sont venus nous faire la démonstration avec leur démonstrateur 6 roues l'été passé, et puis un petit panier, parce qu'une 10 roues, le panier est beaucoup plus énorme. Fait que tant qu'on s'approche des toitures, bien, des fois, qu'on veut travailler sans, si c'est pas un sauvetage, que c'est juste pour travailler au toit, bien, ça manœuvre moins qu'un panier comme ça. On se rappelle que les villes de Saint-Léonard et Lac-Sergent sont partenaires dans l'acquisition de ce nouveau véhicule. Un peu plus tôt dans l'émission, il était question du camp de Portneuf et de son parcours de 2,4 km accessible aux personnes à mobilité réduite. Ce ne fut pas l'unique développement qui a touché le camp de Portneuf en 2022. Il faut dire qu'une campagne de financement de 3 millions de dollars a été lancée pour assurer la pérennité du camp. La campagne visait à doter le camp d'un nouveau bâtiment d'accueil, car il faut le dire, les bâtiments existants datent. Au début de la campagne, Claire Lessard, la présidente du camp, souhaitait voir le début des travaux pour 2023. On l'entend concernant la campagne. Le camp Portneuf, c'est un immense terrain. En fait, c'est un joyau, c'est un trésor qu'il faut absolument préserver, mais c'est un immense parc. C'est 95 acres, il y a 25 plateaux d'activité là-dessus, il y a 21 bâtiments. Et comme vous le disiez, mais ça date de longtemps. Alors, ça a beaucoup besoin d'amour. Donc, on a, comme vous le dites, 2 parties à cette campagne-là. Les infrastructures qui sont importantes. On a un projet majeur au niveau des infrastructures qui vise la construction d'un nouveau bâtiment. Ben oui, d'accueil. Oui, qui serait accessible aux personnes à mobilité réduite. C'est quelque chose qui n'existe pas et qui est recherché. On n'a pas d'endroit dans Portneuf pour accueillir des enfants en fauteuil ou des personnes à mobilité réduite. Et ce chalet-là serait complètement accessible aux personnes à mobilité réduite et aussi dans les sentiers. On veut des sentiers adaptés. En juin dernier, 2 millions de dollars avaient déjà été amassés grâce à un cabinet de campagne regroupant beaucoup d'acteurs du milieu portneuvois. Claire Lessard mentionne qu'un autre des objectifs de l'organisation est de favoriser de l'accessibilité pour l'ensemble des jeunes de la région. Alors le camp veut améliorer son fonds d'accessibilité.
La vallée Bras-du-Nord de Saint-Raymond a relancé son projet nautique de l'accueil Quentin grâce à un appui gouvernemental de 250 000 $ en début d'été. C'est pour la construction d'un nouveau bâtiment d'accueil, mais aussi l'achat d'équipements nautiques. Au total, le projet se chiffre entre 600 et 800 000 $. On écoute le directeur Frédéric Asselin à ce propos. C'est de renouveler l'ensemble de notre flotte d'embarcations et d'acquérir des nouveaux kayaks qui sont beaucoup plus accessibles pour la famille. Donc, vraiment renouveler nos canots, des kayaks, des VFI, des vestes de flottaison, des pagaies et tout ça. Donc, tout un équipement. Mais également des remorques pour nous permettre de mieux transporter ces embarcations-là à l'accueil Chanahan, à partir de l'accueil Quentin. Ici, à l'accueil Quentin, on va, avec l'aide de la CAPSA, l'organisme de bassin versant, on va tout refaire la mise à l'eau, le stationnement, la descente. Donc, étant donné qu'on est dans les berges, il faut faire les choses correctement. Et on prévoit aussi construire ou réaménager une infrastructure d'accueil, somme toute assez légère, on s'entend, parce que les besoins sont pas aussi grands que Chanahan. La revitalisation du centre-ville de Saint-Raymond est à nos portes alors que le maire Claude Duplain présentait les projets de la ville le 9 juin dernier au studio des jardins de CJSR. Premièrement, la ville a procédé à l'électrification de commerces par l'arrière des bâtiments dans le but de retirer les poteaux prochainement dans le centre-ville. Le maire indique que la population va être surprise par les changements qui vont être apportés. Le but de la démarche, c'est d'attirer de nouveaux commerces. On entend Claude Duplain à ce sujet. Juste une anecdote. Quand j'étais en campagne électorale, les gens de mon âge me contactaient et ils disaient « Claude, là, mais tu es député, il faut choisir les commerces qui vont venir là, dans le centre-ville pour redynamiser le centre-ville. » Les jeunes, savez-vous ce qu'ils me disaient? Non, M. Duplain. Refaites le centre-ville, créez un centre-ville et les jeunes vont chicaner pour venir ouvrir des commerces parce que le dynamisme va être là. Et je pense que les jeunes avaient raison. Et c'est la position qu'on prend. On n'empêchera pas tout de suite. Et déjà l'effervescence, on doit en créer une parce que déjà là, les promoteurs nous appellent. Il y a des gens qui veulent partir des commerces nous appellent comment ça va se passer dans le centre-ville. On a déjà des choses comme ça qui se passent. Fait qu'on sent là, la roue qui se met à tourner et les gens voient le dynamisme là, reprendre avec la pandémie. Là. La transition des autobus de Portneuf vers un modèle électrique est fortement débutée alors que le gouvernement a investi 150 000 $ par autobus électrique. Dans Portneuf, c'est 900 000 $ qui ont été investis dans 6 autobus identifiés avec les fameux pare-chocs bleus. Le but de la démarche, c'est de garantir une flotte qui contient 65 % d'autobus électriques d'ici 2030. Un conducteur de Lac-Sergent avait d'ailleurs dû adapter son parcours en raison de l'autonomie du véhicule. On entend Mélanie Picard, la directrice d'autobus Saint-Raymond, à ce propos. C'est plus que quand on accélère et qu'on freine, on peut recharger nos batteries. Donc, quand il fait son circuit du tour du lac Sergent, bien, dans sa côte, s'il fait pas la bonne vitesse freinée, bien là, il réussit à avoir une meilleure autonomie parce que Portneuf, c'est grand. Notre batterie est de 143 km, son circuit est de 200 par jour. Fait que là, il faut vraiment qu'il maximise le tout. C'est sûr qu'il se recharge 2 fois dans sa journée, mais il fait vraiment attention de la façon qu'il chauffe. Il peut rouler 10 km de moins dans une pente pour essayer d'économiser sa batterie. Durant l'été, la ville de Neuville a inauguré un parc familial au coût de 1,8 million de $ qui comprend un aire de pump track et de skate, un aire de pétanque sous préau, du volleyball ainsi que du basketball. On entend le maire de Neuville et préfet de la MRC, Bernard Gaudreau, à ce sujet. Bien, avant, essentiellement, le parc arrêtait, il y avait une bordure d'arbres qui était, vous voyez l'herbe, c'est des pins ou des épinettes, là, ça l'arrêtait à l'intérieur de la pump track. Sauf qu'on avait évidemment un terrain de volleyball qui avait été placé là et c'était plus un espace gazonné avec des tables de pique-nique. Il y avait moins d'installations sportives et ludiques. Alors, on a profité du réaménagement du site pour non seulement améliorer la capacité portante, mais également l'aire de déplacement en actualisant et en optimisant également les espaces et les nouveaux modules de jeu qui avaient besoin d'avoir une actualisation. Puis on a profité des nouvelles tendances pour avoir des matériaux plus nobles
C'est donc ce qui conclut votre revue de l'année pour les mois de mai à août, ce qui veut dire qu'il nous reste la dernière section, c'est-à-dire septembre à décembre. On se retrouve jeudi prochain pour cette dernière émission de la revue de l'année. Je m'appelle Danick Julien et vous étiez à l'écoute de CJSR.